Hey, c'est Clémentine Elise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, Prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Bruno Cantegrel, ingénieur diplômé d'un MBA. Il a bossé pour de grands groupes avant de tout bousculer pour devenir prof, puis entrepreneur, puis investisseur. Il aime relever les défis et sortir de sa zone de confort. De toutes ces expériences est né Monsieur Hugo, le premier assistant malin pour la gestion locative. Il est aussi auteur et chroniqueur immobilier sur M6 et sa mission, c'est rendre la gestion locative simple et rentable pour tous les propriétaires. Bonjour Bruno, comment vas-tu ? Bonjour Lise et Clémentine, merci pour cette belle présentation. Écoute, ça va, un peu pluvieux et froid, mais ça va, on est au chaud dans les bureaux. L'automne est arrivé, oui. ouais, c'est ça, les pulls sont de sortie, mais du coup pour se réchauffer le cœur, enfin je sais pas, tu nous diras, on a un petit jeu pour lancer l'interview et pour en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt? C'est des questions, tu réponds comme ça Ok, te vient et puis pas de souci, vas-y, je suis chaud. quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Et ça peut être n'importe qui de ta famille, quelqu'un de décédé, une star, on s'en fiche, hein, mais Je dirais que c'est notre responsable tech lead. Pourquoi? Parce que il est une mémoire phénoménale, il retient tout. Moi, je suis obligé de prendre des notes constamment pour rien oublier. Et il est très précis et il sait identifier les risques dans un projet, alors que moi, j'identifie les opportunités. OK, dédicace à lui, j'espère que ça lui fera plaisir, Ouais, je dirais qu'il écoute, bah, ouais, qu'il se fait rincer un petit peu, ça fait plaisir. c'est clair. OK, super, quel est le mantra ou la citation, enfin, qui t'accompagne en ce moment? C'est plutôt une réponse que je fais à nos clients investisseurs qui se demandent, quand c'est qu'il faut investir dans l'immobilier, et je leur réponds à chaque fois que le meilleur moment pour investir, c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Très bien, j'adore. En un mot, si je te dis échec, tu me réponds? Je te répondrai, c'est nécessaire de passer par des échecs pour mieux apprécier les réussites. OK, donc nécessaire, trop bien, trop intéressant. Quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso, qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais, l'excitation, de faire avancer les projets ou même de partir en vacances ou de trouver des nouveaux spots où aller rider. OK, trop bien, c'est bien. En plus, comme ça, on a des infos, sur tes passions. Ouais, voilà. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou alors celui que tu détestes, entendre? Ne rien faire ou se laisser, se laisser couler douce et de se dire, bah, peut-être qu'en faisant rien, ça avancera mieux la prochaine fois. Effectivement, c'est un drôle de conseil. Ouais. C'est vrai que l'inaction, n'apporte jamais de grande différence généralement, oui. OK, Ouais, c'est sûr. et dis-nous dernière question, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi, une anecdote un peu marrante ou pas, enfin, quelque chose que personne ne sait ou peu de personnes. Je dirais, j'adore le bricolage et le jardinage. OK, ça marche, trop bien. Bah, merci beaucoup. Bien joué. Bon, du coup, nous, si on t'a invité sur le podcast, c'est pas forcément pour parler bricolage ou jardinage. Ouais. Au contraire, nous, on t'a invité pour une raison particulière parce que du coup, tu as quand même réussi à percer dans un marché qui est déjà saturé. On le sait, hein, le monde de l'immobilier, il est déjà développé depuis des années. Il y a des grands noms qui ont pignon sur rue. Du coup, nous, la question qu'on s'est posée forcément avec Clémentine, c'est comment on peut trouver sa place sur un marché quand on se lance dans l'entrepreneuriat alors que, il y a déjà une concurrence accrue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et d'éplucher un petit peu, du coup, toutes les galères que tu as pu traverser, quand tu as lancé, ton entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi dans l'immobilier, particulièrement? Alors, mais toujours, depuis, alors il y a 2 notions, il y a pourquoi l'immobilier et puis pourquoi l'entrepreneuriat. Bah, peut-être commençons par la première. Pourquoi l'immobilier? Depuis tout petit, en fait, j'adorais jouer au Monopoly pendant les grandes vacances, hein. Donc voilà, c'est un jeu, ça reste un jeu, ça reste assez ludique, mais voilà, mais on prend rapidement goût pour,
la gestion de l'argent, acheter des biens, acheter des immeubles, payer des loyers. Bon, ça reste très ludique et un jeu, mais en tout cas, ça m'a occupé, de quasiment tout le temps, en fait, pendant les grandes vacances d'été. Et après j'ai voulu, passer dans la vraie vie et commencer à investir, dès que j'ai commencé à travailler, en fait, parce qu'il y avait pas de on nous parlait dans l'entreprise où j'étais, de PER, de plan d'épargne, retraite. Mais bon, ça, je pense que ça peut convenir à certains types de profils, mais investir dans un PER, tu sais pas trop ce que ça va devenir, dans 30 ans, qu'est-ce que tu vas en récupérer? Il y a pas de notion de rentabilité, c'est voilà, tu mets des sous dans un PER et dans à la retraite, tu vas toucher quelque chose. Donc c'était beaucoup trop abstrait et donc après je me suis dit: «Bah, trouvons un autre moyen de sécuriser la retraite». Tu vois, je commençais à travailler, mais je pensais déjà à la retraite. C'est parce que les parents, voilà, ont tous dit: «Voilà, faut faire compliqué la retraite, il y aura plus d'argent, donc faut trouver d'autres moyens pour, et donc finalement, bah, je me suis dit: «Bah, l'immobilier, c'est très bien parce que ça permet de dégager des rentes, enfin des rentes, des loyers, des revenus récurrents, en fait, et donc ça peut être un bon complément pour la retraite». Et puis c'est quelque chose qui est très palpable. J'aurais pu aller en bourse, j'aurais pu aller, voilà, dans d'autres secteurs aussi qui permettent de gagner un peu d'argent, en parallèle, c'est un peu en side business. Mais c'est quelque chose qui m'attirait parce que c'était concret, c'est palpable. Tu achètes un logement, tu achètes pas un bout de papier en bourse, heu, ça vit, c'est vivant, il faut faire des travaux, donc j'ai compris, j'aime un peu ça. Il faut trouver les locataires, voilà, donc il y a tout un environnement, autour de l'immobilier qui font que, voilà, que ça m'a intéressé au début. Puis je continue, aujourd'hui à le faire. Et après, pourquoi l'entrepreneuriat? En fait, je sais pas, c'est comme ça, c'est dans la nature. J'ai toujours voulu, aimer en fait entreprendre, créer en fait, tu vois, des nouvelles choses, créer des nouveaux projets, dans un modèle de création, et donc j'ai commencé, il y a, assez longtemps, presque 2-3 ans après, avoir, commencé à mon premier CDI, bah, j'ai commencé par des formations. Donc c'est de l'auto-entrepreneur si tu veux. On est tout seul, hein, mais voilà, tu commences, voilà. Donc j'ai commencé par, proposer des formations en école d'ingénieur, en école de commerce ou bien dans des instituts, de formation type, je sais pas si on peut lister, bon voilà, c'est celles qui forment les cadres en entreprise. Et donc ça a été déjà un vrai challenge de trouver des écoles ou des écoles de formation qui acceptent ton programme. Voilà, donc il y a une petite partie un peu challenge aussi de trouver, bah, de mettre en place son plan pédagogique, de réfléchir aux exercices que tu vas faire, comment tu vas évaluer les élèves. Puis la formation, j'ai toujours, été aussi un peu attiré, sur l'aspect pédagogique, hein, essayer d'expliquer les choses clairement. Donc ça, j'en ai fait pendant quelques années. En parallèle de ça, j'ai aussi créé une autre entreprise qui est une SS2I, où là, on place des consultants dans le développement informatique, en fait, chez des clients. Donc ça, c'est toujours quelque chose, qui tourne aujourd'hui. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon, je vais quand même envie de réussir à réunir ces 2 environnements que sont l'immobilier et l'entrepreneuriat», et donc c'est pour ça que j'ai créé Monsieur Hugo juste un petit peu, on va dire pendant le covid pour faire simple. Voilà, donc ça permet de réunir l'immobilier puisque Monsieur Hugo, c'est une plateforme de gestion locative pour les propriétaires bailleurs qui veulent gérer leurs biens sans agence. Et puis ça reste dans l'immobilier et là, c'est du pur entrepreneuriat sur un marché, B2C que j'avais pas testé jusqu'à présent puisque mes premières créations d'entreprise, en fait, c'était en B2B, que ça soit, en tant que prof, bah, là, voilà, j'avais des écoles en face, j'avais des instituts de formation, ou même, la SS2I où là, tu as affaire effectivement aussi à des grands groupes, à qui tu traites en direct. Donc c'est deux approches différentes, mais voilà un peu le pourquoi on en est arrivé, enfin voilà, pourquoi j'en suis arrivé là. Et puis, ouais, en parallèle, j'étais quand même, salarié, en CDI bah, pour gagner la croûte, quoi, tout simplement. OK, donc du coup, tu as lancé donc Monsieur Hugo, tu l'as dit pendant le Covid, sur un marché concurrentiel et tu t'adresses à une cible que tu avais jamais testée. Donc tu te mets déjà beaucoup de bâtons dans les roues pour commencer. Oui, oui, c'est clair. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as réussi à trouver justement, bah, des clients rapidement pour te faire connaître? En termes de référencement aussi, j'imagine, parce que quand tu arrives sur un secteur où il y a déjà beaucoup de concurrence, c'est difficile de se faire sa place. Comment tu as réussi à mettre en place un petit peu tout ton système, progressivement et surtout ce qui va nous intéresser,
quelles sont les galères que tu as pu rencontrer Quand est-ce dans que ça a ces foiré? ouais, voilà. Quand c'est que ça foire? Bah, au début, quand tu as l'idée, ça foire jamais parce que tu as pas de contraintes, donc tout entrepreneur commence par là, par une idée, par un concept, par une expérience personnelle. Moi, je suis allé là-dedans parce que, ça fait 20 ans que je gère mes biens, mes locations à titre perso, donc je connais un peu les galères. Donc quand tu connais les difficultés d'un marché, déjà, c'est plus facile, d'arriver avec un produit qui va à peu près répondre aux galères des propriétaires bailleurs parce que toi-même, tu es client, et tu es dedans. Donc je pense que c'est voilà, c'est plus facile de commencer par ce biais-là. Voilà, mais on est encore au stade de l'idée, au stade, conceptuel, au stade tu fais des slides, tu fais des tableaux Excel dans tous les sens, tu étudies un peu le marché, tu fais beaucoup de veille. Donc ça, c'est la partie la plus excitante et la plus facile. Tu pas encore les galères, t'as pas enfin tout va bien, la vie elle est rose, tu tu participes à plein d'événements, tu te fais un peu plaisir en fait pendant ces mois-ci. Alors moi, ça a duré pas mal de temps parce que toute cette phase-là, bah, parce que c'était enfin voilà, au début j'ai voulu monter la Rolls-Royce quoi, mais après tu apprends que tu commences pas par la Rolls-Royce, tu commences juste par le MVP, enfin juste la fonctionnalité minimum, de ton produit. Même si ça, je le savais dès le début, bah, tu as envie d'avoir le produit génial, qui fait papa maman. Donc ça, c'était plutôt les d'être trop gourmand, tu vois, au début, de vouloir tout d'un seul coup et au final, bah, ton truc, au lieu de mettre, quelques mois, bah, tu peux mettre 1 an, voire 1 an et demi avant d'avoir la première maquette, d'avoir le premier prototype. Donc ça, je dirais, faut pas trop être gourmand au début. Même si c'est tentant parce que, bah, c'est ton bébé, donc tu as envie que ça cartonne et que ça et d'avoir un truc, qui fait tout. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça, donc c'était pas un échec, mais c'était une première frustration, je dirais, du début, sans même avoir commencé à, tu vois, à facturer, à avoir des clients, à rien avoir. Enfin, tu vois, tu pars de zéro, mais déjà, tu te mets une petite pression pour avoir un truc qui est tout beau et donc ça, déjà, après, tu comprends que c'est pas possible ou alors tu le comprends après, quand l'équipe de dev, en fait, parce que voilà, on est plusieurs, donc c'est des anciens, camarades, d'école, te disent: «Bah, c'est compliqué ton truc, on va être obligé de commencer par, le minimum du minimum, parce que, toi, tu as mis 1 an à réfléchir à ton machin et tu veux qu'on le développe en 1 mois». Tu te prends la premier voilà, 1 frein, pour construire ton premier prototype, parce que tu es trop exigeant, parce que tu en veux beaucoup trop au début et au final, tu te fais vite rattraper par la patrouille, parce qu'on n'a pas non plus une équipe, tu vois, de dizaines de développeurs, parce qu'au début, quand tu lances ta boîte, tu as pas de fonds. Tu as très peu de trésor, voire quasiment pas de trésorerie, donc tu fais avec les moyens du bord. C'est une équipe que tu constitues, mais vu que tu gagnes pas d'argent, tu peux pas les payer. Forcément, ils sont actionnaires de la boîte et comme ils sont actionnaires, bah, ils sont pas à temps plein, parce que s'ils sont à temps plein, on gagne pas d'argent et donc ils vivent pas. Bon, il y a tout un écosystème, en fait, à monter au début qui est compliqué parce que tu gagnes pas d'argent, donc sauf si tu lèves des fonds, mais c'est compliqué de plus en plus aujourd'hui de lever des fonds. Surtout sur une idée, sur un concept, tu rien prouvé, voilà, c'est juste des slides, donc tu peux très bien te faire piquer l'idée ou tant que tu rien prouvé, tu rien qui tourne, en fait, tu vas trouver pas grand monde qui va vouloir mettre de l'argent dans ta société. Donc toute cette phase-là qui est, la les prémices, en fait, elle est, il faut assurer les arrières et bah, soit, avoir un peu de trésor pour, bah, pour toi, soit être à cheval entre 2 postes. Donc on était tous à cheval entre 2 postes quand on a commencé. Bah, ce qui évite de se mettre une grosse pression pour dégager des revenus tout de suite et je dis pas qu'il faut pas dégager, mais plus tu vas à la course aux revenus et les choses, ils peuvent être bancales, c'est pas fait proprement ou tu es pas staffé pour derrière. Donc nous, on s'est pas mis cette grosse pression parce qu'on avait déjà backupé, enfin on avait déjà des revenus, à côté qui étaient pas dans l'immobilier, qui étaient, avec un notre job en parallèle. Enfin si, je suis reparti un peu du début, voilà, du début. On parle pas encore des gros freins, mais voilà, c'est plus en phase de conception du projet, de comment tu t'organises, au début. Quand tu as pas de trésor, bah, tu vas pas pouvoir mettre une équipe, à 100 et tous les jours, donc ça va mettre beaucoup plus de temps à arriver sur le marché. Donc au final, on a mis, je sais pas 2 ans et demi, tu vois, pour sortir quelque chose, qu'on a pu commercialiser. Parce qu'on a fait avec les moyens du bord, voilà, tout simplement. Donc ça a été, un peu dur
Ce qui Et était dur, c'est juste, de pas pouvoir aller, rapidement sur le marché, en fait. ouais, Oui. je te coupe 2 secondes. Est-ce que ça tu en as pris conscience, justement pendant les premiers mois, les premières années de développement ou, tu avais cette présence d'esprit de te dire: «Bon, bah, vu que on n'a pas de fonds, on sort de nulle part, on n'a pas de ressources et cetera, je sais déjà que ça va prendre du temps». Tu comment toi? C'est vraiment, Bah, tu sais, comme tout business plan que tu fais des beaux business plans, mais au final, les chiffres, tu les divises par 10. Globalement, c'est un peu la ratio. Donc oui, donc pas d'argent au début, et surtout le temps. Je pensais pas que ça serait aussi long, honnêtement. Le temps de développement et tous les patrons d'entreprise dans la tech, te diront que le gros tuyau d'étranglement, en fait, c'est au niveau de la tech. Et c'est comme ça, enfin, c'est pas, genre que chez nous, mais globalement un peu partout, c'est là où ça peut vite capoter les projets. Parce que tout est long. En fait, tout à développer, c'est très long. Toi, tu dis: «Bah, c'est facile, hein, tu développes ce que voilà, tu développes ça se fait rapidement». Mais en fait, dans les faits, c'est pas ça. C'est plus comme avant, dans les années 2000 où tu avais besoin d'un webmaster qui te faisait ton petit site internet et c'est bon. Maintenant, il te faut un développeur par thématique, hein. C'est comme, quand tu construis une maison, ils te font le plombier, l'électricien, le chauffagiste, le mec qui pose la clim, le mec qui fait le carrelage, l'autre qui fait la tapisserie. Donc tu vois, il te faut, à chaque fois des compétences, spécifiques et là, c'est pareil. Nous, on avait les compétences, mais elles pouvaient pas être à temps plein pour, bah, sur le projet. Donc moi, je savais que ça allait être long, mais pas aussi long. Et en fait, toi, tu continues à avancer, mais tu viens creuser l'écart entre, ce qui est vraiment livré, comment ta maison avance. Tu es déjà en train de chercher des locataires alors que, toi, la maison, il y a même pas le toit, il y a pas les fenêtres, tu vois? Tu as toujours un cran d'avance, énorme et souvent tu es un peu dégoûté de te dire: «Mince, pourquoi c'est aussi long, je comprends pas, je demande pas la lune», mais bon, pourtant c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, quoi. Est-ce que ça a créé à des moments peut-être des tensions à force de frustration de: «Putain, moi je veux que ça avance vite et techniquement, bah, eux les devs ils peuvent pas aller plus vite que la lumière» et cetera. Est-ce que des fois il y a eu des tensions entre vous ou ça va quand même, c'est Non, ça bah, s il y a jamais eu de tension parce que c'est des personnes que je connais depuis ouais. voilà, pas mal de temps, hein. Pareil aussi, mélanger le pro et le perso, on m'a toujours dit: «C'est un peu risqué». Jusqu'à maintenant, enfin voilà, ça a tenu parce que c'était solide, la relation était solide. Donc il y a pas eu enfin si, des frustrations, il y en a eu, mais il y a pas eu de on s'est pas fâché, tu vois? Le truc a continué à avancer. Mais après, j'ai dû prendre, sur moi et me dire: «OK, c'est long, tout est long, c'est pas grave, on continue, il y a d'autres chantiers, il y a pas que le développement dans un projet, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout l'écosystème à monter». Donc ça, c'est une seule partie du projet et même si demain le projet il était là, après les c'est pas pour ça que les clients tu aurais percé sur le marché, que les clients auraient été tout de suite là, et après, tu vois, tu peux aussi prendre regarder un peu le projet sous un angle, des équipes de tech qui vont dire: «Bah, nous, on t'a livré un truc, ça fonctionne, hein, mais maintenant les clients, ils sont où? Ça rentre pas de chiffre d'affaires». Tu vois? C'est dans les 2 sens. Donc il faut être prêt et avoir, vraiment prêt, le jour où enfin, nous, c'est une plateforme de gestion locative, donc tout le produit, en fait, il est livré. C'est comme si tu construis un vélo, mais finalement, tu peux en faire nulle part parce qu'il y a pas de route, quoi. Donc tu as ton super vélo, mais bah, non, je sais pas, quoi. Tu faut d'abord construire les routes et les pistes cyclables et puis après on va pouvoir faire du vélo, quoi. OK, ouais, très clair, très, très clair. Ça marche et du coup, donc bon, jusque-là, tout se passe bien. C'est long, ça prend plus de temps que prévu, ça tu l'avais pas anticipé. Comme tu dis, tu as été un peu gourmand, mais comme tu dis aussi, on est tous passés par là, genre on a envie de faire, la Rolls-Royce alors qu'on va commencer par la Twingo comme tout le monde. Est le projet se lance, enfin, comment ça se passe une fois que ça y est, on a construit les routes, le vélo et cetera? Quelle est la suite logique? Qu'est-ce qui se passe? Hem, alors comme on est dans un environnement qui est régulé, à la fois par, hem, quand tu fais de la gestion locative, tu es soumis à la réglementation et tu dois montrer un peu de patte blanche. Donc, tu vois, par exemple, les agences immobilières, elles ont toute une carte de gestion. Elles sont immatriculées, dans un centre et cetera. Quand tu veux, proposer des produits d'assurance pour, garantir contre les loyers impayés, pour, assurer les habitations et cetera. Pareil, tu es, soumis à la réglementation par le régulateur et donc là, dans la partie banque et assurance,
c'est l'ORIAS, qui régule tout ça. Donc il faut, heu, au-delà du projet et de fait d'avoir un produit fini, ça suffit pas parce qu'il faut te mettre en accord avec, la réglementation. Donc tout ça, c'était des choses que j'ai dû monter à côté pour, avoir les licences, pour pouvoir exploiter sur le marché, tant sur la gestion locative que sur la partie courtage. Tu regardes l'immobilier, ça doit être un des secteurs où il y a le plus d'assurances qui sont proposées. Tu as l'assurance du locataire, tu as l'assurance du propriétaire, tu as tout ce qui est garantie loyer impayé, tu as les protections juridiques, tu as les dépannages d'urgence. Tu en as, en fait des assurances. Donc, nous, on voulait aussi, proposer un accompagnement complet. Donc il fallait qu'on puisse, distribuer, co-construire des produits d'assurance avec les assureurs et pouvoir les distribuer, les packager à nos offres. Je te donne un exemple, demain, enfin oui, demain quand un propriétaire, il a un gros souci, parce que son locataire l'appelle en urgence parce qu'il y a une grosse fuite d'eau au niveau du ballon de chaude, et ben, nous, on lui met à disposition un numéro de téléphone, et on va lui envoyer un artisan, donc un plombier chez lui. Donc ça, on couvre du sinistre. Donc là, on est en train de parler de sinistre, et donc ça, c'est couvert. Donc il y a on travaille avec des assureurs qui couvrent le risque et qui envoient des artisans, et tout est pris en charge par l'assureur. Enfin, c'est un exemple, après ça peut être un impayé. Là aussi, tu passes par un assureur qui va couvrir le risque locatif. Ça peut être, un litige avec un locataire parce que le locataire, je sais pas, il fait de la sous-location, il fait trop de bruit, et toi, en tant que propriétaire, tu es responsable, et donc le syndic te met en demeure de faire cesser ça immédiatement. Donc c'est comment tu réagis. Si tu as pas de juriste ou de couverture, tu pleures un peu pour, aller voir le locataire et lui demander et le supplier qu'il fasse un peu moins de bruit. Non, non, donc nous, dans le cas de, tu vois, de monsieur Hugo, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait monsieur Hugo, parce que c'est un assistant personnel, et on voulait que le propriétaire bailleur, il ait une assistance, et donc dans l'assistance, ça passe par des juristes, par des artisans, voilà, et ça, on est dans une gestion de sinistre. Donc ça nécessite de monter des offres. Donc on a dû monter des offres avec des assureurs, et ça a été la je veux dire, heureusement que la partie tech, ils ont pris leur temps, où ils ont fait comme ils pouvaient. Parce que la partie, travailler avec des assureurs du marché, quand tu existes pas, c'est super compliqué, tu vois? De travailler avec des grosses boîtes. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec des Allianz, AXA, Mondial Assistance, et quand tu vas les voir, déjà tu existes pas, tu as même pas un site internet, ou tu as un semblant d'une page qui fait qui fait un peu le job, et donc voilà, il faut négocier, faire ses preuves, trouver à quel assureur tu vas pouvoir travailler, quelles sont les personnes qui vont pouvoir t'écouter, te recevoir. Tu vois, dans des organisations comme, AXA, Allianz, où il y a des milliers et des milliers de salariés, toi, tu es un grain de sable, en fait, d'écosystème dans cet environnement. Voilà, donc au début, tu es un peu perdu dans le désert, et tu te dis: «Mais où est-ce que je vais trouver mon point d'eau pour, parce que j'ai trop soif, quoi». C'est un peu la dèche. Voilà, donc tout ça, ça a pris peut-être un an, hein, au moins un an et demi. Parce que derrière, après, il a fallu aussi rédiger les contrats. On a été un peu scruté à la loupe, par les assureurs, parce qu'ils vont travailler avec une société pour laquelle ils vont s'engager à couvrir des risques. Faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Donc ça a pris énormément de temps, mais au final, on a quand même réussi à monter des contrats spécifiques avec des assureurs. On a eu tous les agréments, toutes les licences, qu'il fallait pour pouvoir les distribuer. On a pu les packager dans nos offres, et au final, pourquoi on a fait ça? Parce que voilà, comme le marché était complètement saturé aujourd'hui, dans la partie gestion immobilière, il fallait qu'on arrive avec une proposition de valeur, innovante, différenciante, pour que les gens se disent: «Ah, c'est super monsieur Hugo, tu es la personne qui le fait, quoi, aujourd'hui». Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, parce que, si on avait fait tu vois, juste la plateforme, lambda, comme tu peux en trouver d'autres sur le marché, on aurait été la énième plateforme qui permet de gérer tes biens, sans compter l'ensemble des agences immobilières qui aujourd'hui, aussi te gèrent tes biens en tant que bailleur. Hem, donc voilà, donc je dirais ça a été extrêmement long, semé d'embûches, parce que, les gens ils t'écoutent pas au début, hein. Quand tu existes pas, à peine ils te regardent, ils te répondent, même pas, après il faut trouver les bonnes personnes dans l'entreprise, et donc voilà, c'est un vrai jeu de piste. Et vous avez Heu, essuyé, des refus? oui, oui, on a essuyé des refus, des assureurs qui voulaient pas bosser avec nous, parce qu'on était trop petits. Alors à chaque fois, on est trop petit, on n'existe pas, on n'a pas de clients, l'offre elle était en cours de construction.
À la limite, peu importe la raison qu'on avait, enfin, quand c'est 10 ans, bah, tu vas voir ailleurs. Après, on a quand même pu après moi, j'avais identifié des assureurs, certains étaient OK pour bosser avec nous. Bah, on a pu choisir parce qu'on en avait 2 qui étaient OK. Voilà, après on a pu choisir, mais voilà, c'était plus un luxe de pouvoir choisir. Heu, mais oui, les refus, tu en as, on en a eu, mais ça fait partie du jeu donc voilà, ce que j'ai c'est pour ça que tout à l'heure tu me parlais, c'est quoi l'échec pour toi? Bah, tu es obligé de passer par des cases échecs pour, bah, parce que si tu t'arrêtes, au premier échec, tu lances jamais ton projet, il se passe rien, quoi, et de toute façon, quoi que tu fasses, au début, c'est un échec et il y a rien qui marche du premier coup, c'est impossible, ça existe pas. Tu as aucun projet qui peut être lancé qui peut marcher du premier coup. C'est comme, quand tu demandes à un développeur de développer quelque chose, tu es sûr que ça va pas marcher. C'est parce qu'il pas qu'il fait exprès, mais parce que, c'est comme ça. Il y a plein de trucs qu'il a pas pensé, des cas de gestion qu'il a pas vus, toujours des cas de test, qu'on n'avait pas prévus. En fait, c'est l'imprévu qui peut aussi te faire tomber dans l'échec, et donc ça, il faut se dire: «Bah, c'est normal». Tu sais que ça marche pas, que ça va pas marcher du premier coup, mais il faut continuer, aller un petit peu, chercher les autres, endroits, les autres spots où tu peux trouver des points d'eau, un peu propres déjà, où tu puisses boire et il faut voilà, il faut les trouver donc c'est assez complexe, quoi. Enfin, c'est assez dur, quoi. C'est pas Et complexe, mais c'est justement, assez dur. qu'est-ce qui toi t'a permis de garder le cap et de continuer à y croire? Parce qu'au final, si déjà tu mets 2 ans et demi à développer, la plateforme, qu'en parallèle de ça, tu négocies pendant des mois et des mois avec des assureurs, tu te manges des refus, parce que tu es trop petit, parce que tu existes pas, parce que ceci, parce que cela. Il y a forcément un moment donné où tu es un peu démoralisé, où tu as envie d'abandonner, de dire: «Vas-y, c'est bon, je pars sur une autre idée ou j'arrête mon projet» et cetera. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de garder le cap dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça aussi? Parce que peut-être que je m'avance un peu, mais Disons que c'était mon projet, c'était mon bébé, donc je voulais absolument le faire. Oui, par moment, tu te dis: «Mais c'est un peu galère, quoi, le truc il avance pas, paye de refus, tu sais pas où aller, on te ferme les portes». Bon, tu laisses passer la journée, tu te dis: «Ah bon, demain, la semaine prochaine, ça peut-être ça ira mieux». Mais oui, constamment, enfin pas constamment, mais de temps en temps, oui, je me dis: «C'est quand même un peu frustrant que le truc, il avance pas à la vitesse que tu veux». Mais bon, après, je suis assez, confiant, assez optimiste. Et donc ce qui fait que, bah, OK, bah, peut-être que ça a pas marché aujourd'hui, mais demain ça marchera mieux. Mais voilà, il faut rester vraiment optimiste et croire à ton projet parce que sinon tu peux abandonner tout le temps, quoi. Enfin, tu peux abandonner quasiment tous les jours si tu veux, enfin si tu t'arrêtes à chaque échec, c'est un parcours du combattant, quoi. Et pas et plus dur que ce que j'imaginais, voilà. Clairement, tu te fais toujours des belles idées en tant qu'entrepreneur de lorsque tu vas créer ta boîte. Mais quand tu as les pieds dans le cambouis et tu vois que tu galères, il faut vraiment avoir la foi pour continuer à y croire et ouais et puis il faut rien lâcher, quoi. Enfin, je pense que c'est peut-être dans le tempérament aussi après, de se dire, bah, on continue même si ça marche pas, enfin il faut et puis c'était moi, j'avais quitté mon CDI, donc tu vois, j'avais rien d'autre. Donc il fallait, que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à temps que je vois que le truc il prend pas. Mais après, c'est à quel moment tu te dis, tu t'arrêtes ou t'arrêtes pas, quoi. Mais bon, pour le moment, je m'étais pas mis de deadline, mais oui, clairement, si tu commences à te mettre des deadlines, oui, tu peux clairement te dire: «Bah, j'abandonne», et après on avait cette chance aussi de pas être, contraint par la trésorerie, parce que comme l'équipe, en fait, était déjà, en poste, donc sauf, moi qui n'étais plus en poste, bah, eux de leur côté, voilà, que le projet ils prennent ou que le projet ne prenne pas, ça allait pas leur changer leur revenu tous les mois. Moi, c'était pas le cas, mais et puis on n'avait pas encore de coûts, enfin, dès que tu lances une entreprise, tu as des coûts, mais voilà, on pouvait les absorber sans que ça soit des coûts plus importants qu'on peut avoir aujourd'hui parce qu'on a besoin de personnes pour gérer le support, parce qu'on a besoin d'autres personnes pour faire ci, pour faire ça. Donc après les coûts, ils arrivent avec les clients qui arrivent parce que ça fait plus de travail. Mais au début, quand tu as pas de clients, les coûts sont relativement limités et si tu arrives à absorber ces coûts au début,
bah, tu peux dire: «OK, tu continues». Et si toi, tu arrives aussi à t'en sortir à côté, tu peux continuer jusqu'au point de non-retour où tu as plus de trésor, tu as plus rien et là, il faut dire stop. Je pense que la deadline, c'est au niveau trésorerie, quoi. Est-ce que jusqu'à combien de temps tu peux tenir, dans ces conditions-là pour, avec le la bah, forcément ta trésorerie, tu la vois un petit peu se vider, mais ça, c'est un bon point de repère, pour savoir jusqu'à quand tu peux continuer à aller à fond dans le projet. Enfin, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais mais en tout cas, je pense que c'est un bon point de repère, Et tu disais, tu es quelqu'un de très optimiste, donc qui lâche pas et tout, et tu disais ça fait partie du truc aussi que bon, bah, j'ai en tête que je on va foirer, on va se planter, il va y avoir des échecs, mais bon, ça fait partie du truc. Est-ce qu'il y a pas eu des moments quand même où justement, peut-être parce que beaucoup de refus, parce que ça avance pas comme tu veux et cetera, ou même le ou la plus grande des optimistes, là, tu t'es peut-être dit: «Ouais, là, c'est dur quand même, enfin, là, c'est chaud», genre, tu as ce petit côté optimiste qui survivait, mais qui était un peu là quand même, genre: «Là, vous me testez beaucoup quand même, là». Ouais, ça, c'est plus des moments de crise, en fait. Quand tu as Ouais, des Parce que t'as pas des crises tous les jours, hein. Si tu as des crises tous les non, jours, bah, là, non, clairement, non. tu peux Oui, là, arrêter. c'est un signe. Mais oui, quand tu as des crises, par exemple, je sais pas, on a eu un assureur qui nous a lâchés. Pas le jour au lendemain, mais tu vois, il prévient un petit peu en amont, mais tu sais que l'assureur, il va plus vouloir bosser avec toi parce qu'il a changé sa politique commerciale et de distribution. Il dit: «Maintenant, on bosse qu'avec des grossistes. Bah, toi, en tant que courtier, bah, désolé, c'est comme ça, enfin, ciao». Tu vois, ça, c'est une crise majeure parce que ça remet en question tout ton business, toute ton offre, toute ta proposition de valeur. Et ça peut te faire foirer ton business, du jour au lendemain. Donc du coup, oui, quand tu as ça, là, tu te dis: «Mais ah, c'est la loose», c'est le cas de le dire. Ça, c'est la grosse loose qui te tombe dessus et tu fais quoi? Donc il faut essayer de te trouver des, des solutions, trouver d'autres opportunités, trouver d'autres assureurs, enfin trouver une solution, à cette crise qui te tombe, en dessus, quoi. Parce que tu sais que là, si tu fais rien, ça va être clairement la tu vas te prendre le mur, quoi, ou ça peut être la fin du projet, quoi. Donc c'est un peu dommage à cause d'une embûche parce que, tu as loupé une marche de te retrouver en bas d'escalier, quoi. Heu, donc oui, ça, clairement, oui, ça arrive, mais c'est pas tous les jours, heureusement. C'est pas tous les mois, mais bon, peut-être une fois par an, il y a une crise comme ça. Ça peut être un problème technique, tu vois? Un dysfonctionnement technique ou je sais pas, il y a eu un bug d'un de notre fournisseur. Nous, on fait du prélèvement. Donner un exemple, on prélève les loyers. Donc ça, c'est une des forces. En fait, on est le seul à le faire sur le marché, hein, faire les particuliers. Donc les propriétaires, ils disent: «Ouais, c'est super votre truc, vous allez prélever mon loyer, de locataire tous les mois, j'ai besoin de rien faire. La plateforme, elle automatise tout, elle peut envoyer les quittances tout seul, elle collecte le loyer, donc ça fait tout». Et donc pour ça, on se base sur des partenaires bancaires pour faire le prélèvement des loyers. Et puis des fois, c'est des fournisseurs et puis des fois, je sais pas, il y a un bug chez le partenaire bancaire, et donc du coup, bah, les loyers ils sont plus prélevés. Donc ça nous est arrivé une fois. Et là, tu te payes des scuds des propriétaires qui te disent: «Mais il est où mon loyer? Je l'ai pas reçu ce mois-ci, ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Je suis en retard, j'ai des crédits à payer à la banque, donnez-moi mon argent, quoi». Donc ça, c'est la grosse loose à gérer quand tu as des retours clients comme ça, et en plus, c'est pas de ta faute, quoi, parce que c'est juste un problème d'un fournisseur qui a un bug dans son système. Enfin, lui, on s'en fiche c'est quoi le bug, mais le truc, ça marche pas. Au jour J, ça marche pas et donc ça te fout en l'air ton business. Donc ça, c'est des grosses crises à gérer aussi qui, bah, te mettent en porte-à-faux parce que le client, il va se dire: «Bah, c'est pas fiable leur truc, moi j'ai mon loyer payé, je suis pas». Donc après, il faut ramer, ramer, ramer pour rattraper le coup. Tu es en petite pression, grosse pression vis-à-vis du fournisseur, enfin de la banque en l'occurrence, pour qu'ils réparent au plus vite leurs bugs, qu'ils corrigent. Il faut qu'on fasse du rattrapage de loyer et cetera. Enfin, ouais, donc dans ces moments-là de crise, tu te dis: «Mais ça me saoule, quoi». Ça me saoule, j'ai envie d'arrêter, quoi, il y en a marre, quoi. et Tu et et vu poli, hein, parce que moi, dans ces moments-là de crise, je suis pas aussi polie, hein, mais c'est bien, hein, ça c regarde cette force tranquille, moi, j'ai envie de tout casser, mais bon, ah désolé. ouais, il faut garder la force tranquille, hein, sinon tu pètes tout, mais voilà, c'est galère à vivre parce que vu que c'est toi en tant que patron d'entreprise, c'est toi qui gères les galères et les merdes, donc ça te retombe dessus. Et puis derrière, tu as les clients, tu vois? Tu as des clients qui sont là, donc qui attendent un service. Moi, donc ça, ce genre
de situations de crise, je prie pour qu'on en ait pas, beaucoup. Mais voilà, on en a quand même dans la tu vois, tu en as une dans l'année, bon, OK, ça reste gérable, mais c'est faut pas qu'on en ait trop. Donc quand on en a pas, c'est très bien. Après, il y a d'autres choses à gérer à côté, hein, mais c'est pas des crises, c'est des problèmes à gérer. Mais voilà, quand tu as des on va dire ça se c'est je reste un peu serein ou zen par rapport aux problèmes et quand il y a des crises, là, on peut vite péter un câble et te dire: «Mais on va tout lâcher, quoi». Genre ça «Mais non, on ferme la boutique, quoi». Et justement, j'aimerais bien rebondir parce qu'il y a deux trois trucs que tu as commencé à évoquer. Tu as parlé du fait que, bon, une fois que tu as ton produit, qui se différencie par rapport au reste de la concurrence et cetera, tu vas démarcher tes assureurs, tous les prestataires, les fournisseurs avec qui tu travailles, pardon. Mais il y a aussi aller chercher des clients. Comment tu fais Ouais. pour, justement, assurer, déjà une certaine crédibilité auprès de personnes qui ne te connaissent pas? Comment est-ce que tu fais pour, trouver des clients qui te font confiance sur, j'imagine, un prototype, enfin, une version bêta de ta plateforme qui après va évoluer par le temps et cetera? Comment est-ce que tu t'en sors à ce niveau-là? Est-ce que tu as réussi à trouver facilement? Est-ce que tu as galéré aussi, à ce niveau-là? Comment ça s'est passé? Alors là, tu veux que je te révèle nos stratégies, Exactement, dis-nous tout. mais faut pas qu'on la copie, hein, c'est juste la nôtre, hein. Non, mais tu dis ce que tu veux dire, mais c'est juste pour, Non, non, mais par il y a rapport pas de au hem donc quand tu commences, tu as pas de moyens, tu as 0 budget, donc déjà tu oublies de faire des campagnes de pub, ou de faire du recrutement, via de la publicité payante. Ça peut marcher si tu fais des levées de fonds. Si tu arrives à faire des levées de fonds et bah, quand tu lèves, plusieurs centaines de milliers d'euros, ben, tu as du budget marketing pour aller financer tout ça. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Il y a plus personne qui veut financer des campagnes marketing, parce que c'est un risque énorme de se dire: «Tiens, je mets 300 000 € là-dedans dans des on va faire que de la communication ou de la pub pour attirer peut-être des clients ou peut-être pas». Donc tu as pas de KPIs à suivre. Donc généralement quand tu te lances et dans le commun des mortels, bah, tu te débrouilles avec les moyens du bord. Et donc moi, je suis parti sur des réseaux sociaux, enfin un sur Facebook notamment, où j'ai commencé à construire une communauté. Alors une communauté, plutôt un groupe, parce que sur Facebook, il y a beaucoup de groupes et les gens, ils sont super actifs dans les groupes, surtout dans l'immobilier. Peut-être pas dans tout le mais en tout cas dans l'immo, les gens, ils ont plein de problèmes, plein d'emmerdes, ils se posent plein de questions, ils ont besoin d'être accompagnés et donc ils cherchent des réponses. Et donc j'ai commencé par créer un groupe en fait, de partage et d'échange en fait, donc c'est à but non commercial, non publicitaire. Plutôt voilà, je suis administrateur du groupe, j'anime le groupe. Aujourd'hui, on doit être, pas loin des 40 000, personnes dans le groupe Facebook et donc les gens posent leurs questions tous les jours. Il y a des questions, des gens qui y répondent et vu que c'est communautaire, bah, voilà tu as des gens qui ont plein de problèmes, ils posent leurs questions et puis tu as tous ceux qui aiment participer, qui sont actifs dans la communauté, qui aiment répondre, ils sont valorisés, disant: «Voilà, moi j'amène mes» donc voilà, donc c'est ouvert à tous. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai utilisé ce groupe Facebook aussi pour expliquer ce que je faisais, faire des démonstrations de Monsieur Hugo, trouver les premiers clients. Donc mais sur une base d'une petite communauté. Parce que sinon tu démarres de zéro, bah, tu pas de communauté, tu rien, tu peux pas tester, hormis avec tes amis, mais c'est pas bien de tester avec ses amis parce qu'ils vont te dire: «Ouais, c'est génial», mais en fait, bon, ils diront jamais que c'est nul. Heu, donc il te faut des gens neutres, il te faut des gens qui soient dans la cible. Donc moi, c'était des propriétaires bailleurs, des investisseurs. Facebook, c'était plutôt bien adapté pour la cible, parce qu'ils savent cibler des gens qui sont passionnés par l'immobilier. 2, bah, maintenant Facebook, c'est une cible de vieux, donc nous, on cible des enfin pas des vieux, mais Allez, prenez ça, si jamais il y a des gens qui sont sur Facebook, là, c'est cadeau, hein. Les boomers, là, on les a c'est reconnus, non, hein. mais tu vois maintenant enfin nous, après tu regardes les stats de Facebook, tu Oui, vois, bah, c'est des oui. gens qui ont plus de 35 ans, entre 35 et 55, donc c'est les gens qui ont de l'argent pour investir. Parce que Mais quand c'est tu qu'il a failli être désagréable, hein. Les vieux, genre plus de 35 ans. Ça va, j'ai pas encore 35 ans et puis de toute façon, tu es plus vieux que moi, j'ai l'impression. Mais calmons-nous quand même, hein, les vieux ah, quand je 35 disais: ans. «Bah, tu vois, c'est pas des jeunes, tu vois, qui ont 25 ans, ils vont plus sur Facebook, quoi, c'est fini, quoi. Ils Oui, sont ça ils c'est ils ont sûr, oui. ils ils traînent pas sur Facebook, hein». allez, Donc on c'est est des plutôt vieux l'ancienne croutons, c'est génération, bon. quoi. C'est la première génération des réseaux sociaux qui traînent sur Facebook et qui continuent à être sur C'est Facebook, vrai. hein. Et puis nous, ça tombe bien parce que c'est notre cible, c'est des gens qui ont bah, tu vois, quand tu investis, pas forcément à 20 ans, à 25 ans, tu as pas d'argent. Tu vois, 30 à partir quand tu commences à avoir un peu de trésor, un peu de recul, quand tu as,
tu as acheté ta résidence principale déjà, donc tu peux dire: «Je vais faire un investissement». Donc ça correspondait plutôt bien en fait, à notre cible, Facebook au début pour l'immobilier. Donc on a commencé comme ça, mais on n'avait toujours pas de clients quoi. C'était plutôt une 1re communauté et après petit à petit, bah, j'ai créé des outils ou des guides, que j'ai mis à disposition, bah, de la communauté. Donc, pour te donner un exemple, j'ai créé un simulateur de rentabilité locatif qui te permet de calculer en fait toute tes différents niveaux de rentabilité en fonction du régime fiscal que tu vas suivre. Si je fais de la location nue, si je fais de la location meublée, si je déclare au réel, au BIC, si je suis en SCI ou pas. Voilà, donc tu as toute la partie fiscalité qui avait été intégrée dans le simulateur et ça permettait d'avoir aux investisseurs qui se lançaient, bah, de faire leurs calculs, de se dire: «OK, je vais plutôt aller sur ce régime-là» et cetera. Donc ça, c'était un bon moyen de se faire, connaître, et puis d'avoir une expertise. Donc moi, je me suis plutôt axé au début sur une expertise métier. Heu, Après j'aurais pu aller sur d'autres réseaux, mais type les Instagram ou autres, mais c'est plutôt, de l'image en fait, donc pour mettre une expertise, c'est plus difficile à faire passer. Donc voilà, donc Facebook, c'était pas mal. Les gens, ils avaient pas mal de problèmes, donc moi, je leur amenais des outils clés en main ou même des guides pour, démasquer les faux dossiers ou des guides pour rédiger un bail conforme et cetera. C'était des outils payants ou des outils en accès, gratuit, sous échange d'une adresse mail? C'était des outils lead magnets gratuits et donc en échange, je récupérais les emails des clients. Donc on a commencé comme ça par, monter une base de données en fait, ouais, base de prospects, voilà, plutôt une base de prospects et à partir de ça, bah, j'ai commencé, mais on n'avait toujours pas de produit à vendre quand j'ai commencé ça. Donc c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, faut vraiment commencer dès le début à monter ta communauté. En tout cas, ça, c'est ma mon conseil. Parce que moi, j'ai plein d'entrepreneurs que je connaisse qui veulent, directement avoir leur produit et le vendre. Mais si tu as pas une communauté, ton truc, il est là, il y a personne qui voit comment tu vas l'exposer, en fait, à une communauté et l'avantage d'avoir une communauté, c'est que, bah, les gens, ils c'est ta cible. Donc, c'est une communauté qui ont déjà investi, qui ont des problèmes et donc tu peux leur amener des solutions, avec des services, gratuits, des services payants. Mais si tu démarres de zéro, sans communauté, sans rien, je sais pas comment tu fais d'ailleurs pour trouver des clients. Tu peut-être, une réponse à me donner, mais sans faire de la pub, hein. Bah, j'allais dire faire de Heu, la pub du coup. bon, bah, faire de la pub, mais bon, quand tu pas d'argent, donc tu fais pas de pub. Donc après tu peux monter une communauté, donc en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait au début. On a commencé par ça, avec beaucoup de services, qu'on mettait à disposition gratuitement, de la communauté. Donc on gagnait une certaine expertise, une certaine crédibilité. Après moi, je me suis mis aussi à intervenir énormément dans des podcasts, dédiés à l'immobilier, pour amener une compétence métier. Bon, sur les faux dossiers, comment gérer ses locations et cetera. Donc et puis j'ai aussi écrit des bouquins. Après j'en ai écrit 2 aujourd'hui qui sont référencés, que tu peux trouver à la FNAC, ou même sur Amazon. Voilà, ils sont en libre accès. Donc j'ai construit en fait ma propre expertise métier pour gagner justement, répondre à ta question, cette crédibilité, et que les gens finalement ils te connaissent, parce que tu leur mets à disposition des outils de qualité qui répondent à des besoins et donc tu es reconnu. Donc après tu commences à gagner la confiance et que tu sais, si tu as pas de confiance, tu as pas de vente. Donc ça, c'est la clé. Donc avant de commencer à vendre, il faut, commencer par, ce qui vient avant, c'est la confiance, la crédibilité, l'expertise et ça, tu l'as travaillé sur une base, de communauté, quoi. Merci de dire les termes. Merci. Du miel dans ses oreilles visiblement. Exactement, mais je Bon, me bats je me bats au quotidien avec tous les clients que j'accompagne ou pareil sur ma communauté et cetera. Je me bats à dire que tu peux pas créer ton compte un jour et le lendemain vendre, que tu dois enfin obligatoirement instaurer ce climat de confiance, vraiment fédérer cette communauté autour de toi et cetera et encore plus aujourd'hui, en 2025 où, bah, du coup, il y a beaucoup de charlatans dans tous les domaines d'activité et du coup, bah, la confiance est vraiment de mise avant même de pouvoir vendre quoi que ce soit donc merci de le dire et de le répéter. bon, mais en tout cas, ça marche. On l'a testé. Donc, mais il faut accepter que ça te prend du temps. Et donc, comme en parallèle de ça, bah, toute la partie développement prenait du temps, donc c'est pour ça que je te dis au début, enfin, ça sert à rien d'attendre que le produit soit finalisé, pas de tourner les pouces à côté, quoi. Donc, construis ta communauté, construis ton contenu, construis tes tunnels d'acquisition, tes tunnels de vente, bosse tes landing pages, moi, je me suis formé aussi sur tout ce qui était storytelling, copywriting aussi, technique de vente, sur le web.
Qu'est-ce que je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, j'ai suivi une formation de Stan Leloup aussi qui était vraiment bien. Tu as toute la partie, comment utiliser les biais cognitifs pour vendre. Enfin voilà, c'est tout un environnement en fait que ça je connaissais pas, au début et tu vois, j'ai découvert au fil de l'eau parce qu'au début je me dis: «Oh bah, c'est bon le produit il est là, les gens ils vont venir l'acheter quoi». Mais ça c'est les croyances que tu as au début. Tu dis: «Mais c'est trop simple quoi, j'appuie sur le bouton, venez acheter mon produit quoi». Mais ça c'était dans les années, 70 quoi, tu vois? Tu faisais une pub à la télé pour vendre ta voiture et les gens ils allaient l'acheter le lendemain quoi. Mais aujourd'hui la pub ça Quelle marche belle époque. c'est la belle époque. Mais ça marche plus trop quoi. Enfin, c'est en tout cas pour des sur le web comme ça quand tu comment dire? Tu pas levé de fonds, tu quasiment un peu, seul dans cet environnement, tu vois? Nous, d'un côté, on a des tu vois, nos concurrents aujourd'hui, c'est à la fois les gros réseaux d'agences immobilières, les Orpi, les Sentieri 21, les FNIM, tout ça. Après on a d'autres outils qui permettent de faire de la gestion locative qui existent là depuis 20 ans. Donc tu vois, on arrive, on n'est pas les seuls aujourd'hui sur le marché. Donc tu dois avoir un axe, innovant sur ton produit, sur ta proposition, sur la façon dont tu communiques avec tes clients. C'est pour ça que moi, aujourd'hui tout est, hem, heu comment dire? Heu, vraiment axé vraiment sur une vraie histoire, vrai storytelling à chaque fois qu'on écrit des emails, ça prend du temps, le contenu aussi, tout est bien storytellé, mais c'est ce qui nous différencie de d'autres qui font pas ça, qui envoient juste, «Tiens aujourd'hui j'ai ça comme nouveauté, ça te dit pas de venir voir?» voilà, donc nous on a une communication, vraiment une approche différente. Donc ça c'était le premier première approche quand on a commencé qui était, se travailler sur une communauté et après on a commencé à les la deuxième stratégie qui est une stratégie de contenu sur le web, heu, qui est obligatoire pour survivre si tu fais pas des campagnes de pub. Donc c'est tout ce qui est référencement. Donc là on sort de la communauté parce que la communauté c'est bien, mais une fois que tu vois, tu leur expliques les choses, qu'ils sont au courant que, voilà, après ils peuvent l'utiliser ou pas, mais bon, voilà, ça reste quand même un petit cercle restreint et si tu veux faire un peu décoller, ton business, il faut aller, trouver d'autres cercles, d'autres communautés, donc après aujourd'hui c'est quand même sur internet, tu as quand même pas mal de leviers donc que ce soit sur Google, que ce soit, travailler l'affiliation en B2B. Ou nous ou même nous le blog, donc c'est pour ça qu'on a travaillé à on a complètement revu notre blog, parce qu'au début, c'est moi qui alimentais le blog. Donc ça aussi, j'ai découvert qu'il fallait une expertise pour, pour faire je me disais: «Mais c'est facile le blog, tu prends WordPress, tu fais ton blog et basta quoi, c'est tu plies le truc en 2 Mais oui, ça se fait, mais au début, en façon artisanale, le truc il fonctionne, tu fais des articles, c'est bien, mais tu t'aperçois c'est pas optimisé, que tu fais des articles, un peu au pif, tu dis: «Bah tiens, j'ai envie de parler de ça, mais en fait ça intéresse personne». Donc il y a toute une stratégie éditoriale aussi à avoir derrière, d'analyse de mots-clés, de storytelling aussi. Donc tu vois, c'est tout un environnement où il faut le faire au début à la mano, enfin de façon artisanale, mais comme dans tout métier, il te faut un personne qui ait cette expertise, SEO, pour travailler sur des contenus et donc nous, voilà, on a dans un second temps, on a travaillé notre blog pour avoir un blog super enrichi, bien référencé, avec du contenu, super sympa et que les gens veulent. Et donc on récupère beaucoup de trafic aussi via notre blog. Et moi je connais des entrepreneurs qui veulent pas ou qui se disent: «Mais non, c'est une perte de temps», parce que ça prend du temps pour être référencé sur Google. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais pendant que ton équipe de dev, elle fait le produit, elle est en train de développer, tu as du temps à côté. Donc il faut utiliser ton temps intelligemment parce que ça prend nous on a mis 2 ans, tu vois, pour, émerger sur Google. Mais on me l'avait dit que c'était très, très long, donc on était à la 10e page, de Google. Celle où personne ne va. Bah, tu à la cave quoi, tu vois? Faut s'être perdu quoi, Tu faut t'es être perdu, motivé quoi. mais c'est comme quand tu commences ton projet, tu es un grain de sable et personne t'écoute, personne te voit, donc pour le blog, c'est pareil, personne te voit, mais au moins tu es un embryon, donc tu existes, donc ça aussi pareil, c'est un énorme challenge, de se dire, comment on fait pour être dans la première page de Google, quoi? Tu vois, c'est le rêve de tout le monde d'être
d'être à la 1re page, quoi. Hem, donc ça, si tu y crois pas un minimum, bah, tu restes à la 10e page. Donc c'est pour ça, qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bah, on va, pivoter et on va prendre un expert dont c'est le métier, de faire ça». Parce que, tu peux pas tout maîtriser à titre perso, même si j'ai suivi, tu vois, des formations, j'allais pas me taper une formation sur le SEO. C'est assez technique, hein, si tu as déjà fait, c'est pas juste écrire un article, enfin, voilà, il y a des stats dans tous les sens, tu as des outils, qui permettent de faire des analyses monstrueuses, de la façon de rédiger aussi. Enfin, au début, je pensais pas que c'était un métier, en fait, c'était facile, quoi et mais voilà, donc tu te rends compte que, qu'il te faut des expertises partout, quoi et tu peux pas tout faire toi-même. Donc au début, tu vois, j'y croyais pas, je me dis: «Bah, c'est facile, hein». Je sais rédiger, j'ai fait une petite formation pour savoir écrire, proprement, savoir vendre, mais ça suffit pas, en fait. Donc c'est là, du coup, je me suis dit: «Bah, il faut externaliser, enfin, il faut prendre une personne qui sait faire» et en fait, la personne, elle fait que ça. C'est sa vie, c'est de faire ça. Et donc ça marche. Donc on a, mais voilà, ça prend du temps. Donc on a mis 2 ans pour émerger sur Google et maintenant on arrive en 2e voire 3e position on est bien sûr sur la 1re page, c'était la base, mais on arrive en 2e ou 3e position dans les moteurs de recherche de Google. Heu, donc ça, c'est voilà, donc c pour répondre à ta question, bah, voilà, travailler les communautés, travailler le contenu, travailler le référencement, et puis la base email parce qu'aujourd'hui tu vends avec les emails, donc il te faut une base email aussi, ce qui est super important, parce que les gens, ils vont te laisser un mail, mais peut-être nous, on a des gens qui achètent 1 an après, tu vois? Donc il faut comment dire, maintenir ta base d'emails de prospects en activité, en éveil, pour que, parce que alors c'est propre à notre business, les gens, tu vois, l'immobilier, ça prend du temps, c'est aussi un cycle de vie très long. Parce que pour acheter un bien, il faut le temps de le trouver, il peut se passer plusieurs mois, après il faut l'acheter, il peut se passer plusieurs mois, après il faut faire des travaux, il peut se passer des mois, il faut trouver le locataire. Donc tu vois, il peut s'écouler 6 mois facilement, quoi. Donc le cycle de vie est très long. Chez nous, tu achètes pas une paire de chaussures, et donc on a adapté tous nos process pour ce cycle de vie qui est très long. Donc faut qu'on soit capable de capter, enfin comment dire? De maintenir en éveil, voilà, notre base prospect pendant, des années, quoi. Enfin, pendant des mois et voire des années, quoi. Donc ça, Mais c'est super. j'aime bien, cette vision des choses, de dire que les choses prennent du temps parce que quand bien même on n'est pas dans l'immobilier, je pense que c'est véridique dans la plupart des secteurs d'activité. Heu, Même pour l'exemple de la paire de chaussures, tu vois ce que je veux dire? Tu achètes pas des paires de chaussures tous les jours, tu achètes des paires de chaussures quand tu en as envie/besoin, mais c'est Oui. pas tous les 4 matins que tu vas, acheter des paires de chaussures. Alors désolé s'il y a des fashionistas qui adorent faire ça et qui du coup ne se sentent pas concernés par mes propos, vous êtes des cas exceptionnels, mais de manière globale dans tous les secteurs d'activité, il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait un déclencheur à un moment donné pour, faire appel à un service ou quoi que ce soit, et cette vision de prendre le temps, enfin de parcours client qui est plus ou moins long, de process que tu mets en place qui prennent du temps, de stratégies que tu mets en place qui prennent du temps. C'est valable, je pense, dans tous les secteurs d'activité et c'est très important parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, peu importe, nous avec Clémentine, on a des audiences où on s'adresse à des, auto-entrepreneurs, donc qui entreprennent seuls. On te fait croire et on te dit que quand tu te lances tout seul, c'est à toi de tout faire, c'est à toi de tout gérer, que tu peux tout maîtriser, notamment le SEO, les choses techniques et cetera. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que oui, tu le fais toi-même, mais tu fais ça, à coup de lance-pierre, tu le fais mal, et en fait, quand tu t'en aperçois, c'est trop tard parce que tu as plus d'argent, tu as pas de clients, tu es dans la galère, et du coup, on te dit: «Bah, là, il faut investir dans un professionnel pour, remettre le bateau à flot quelque part», sauf que tu peux plus, tu es coincé et c'est là où souvent ça pêche. Donc en ayant conscience du fait que les choses prennent du temps et que parfois, beh, dès le départ, investir dans un outil spécifique ou faire appel à quelqu'un qui est, expert dans un domaine d'activité, va te faire gagner beaucoup de temps et de l'argent aussi potentiellement et ça, je trouve qu'on le dit pas assez. Donc encore une fois, merci. Oui, puis Mais en il y tout a cas, notre c'est ego du qui parle, hein. Souvent, c'est l'ego, hein, tu l'as dit, hein, toi-même Bruno, «Ah oui, non, mais ça doit pas être si compliqué, je vais y arriver par moi-même, enfin, c'est bon, ça peut pas être un vrai métier», tu vois? Genre, c'est bon, ils sont là à se tourner les pouces, à utiliser 3 mots, ça va 5 minutes. Bon, bah, en fait, tu te rends compte que calme-toi. Ça rend humble, en fait, l'entrepreneuriat, hein. Tu te rends compte que oui, oui, c'est vrai. bah, oui, tu peux faire plein de choses tout seul, c'est certain, tu peux apprendre, hein, on peut tous, tout apprendre si on veut, mais je pense qu'on n'a pas forcément non
plus, l'appétence pour le SEO ou, ou, pour le copywriting. On n'est pas tous en mode: «Ah j'adore ça» et ça va nous prendre un temps fou. Alors qu'au final, comme tu dis, Lise, si on met notre ego de côté et qu'on se dit: «Bon, c'est OK de demander de l'aide et il y a sûrement, s'il y a des métiers, c'est qu'il y a il y a sûrement des difficultés que je ne vois pas», ça va faire gagner un temps fou. Mais, faut déjà passer cette barrière de l'ego, je pense, enfin de notre, petite voix qui dit: «Est-ce que c'est vraiment si compliqué? Est-ce que je peux pas m'en sortir par moi-même en vrai? En vrai de vrai?» Mais tant que tu l'as pas testé, tu y crois pas. Ouais, c'est ça. Sauf si dès le début, tu sais que, bah, il va falloir prendre, des ressources, prendre des outils, prendre des compétences à gauche. Après il y en a qui en sont conscience, de suite. Hem, mais après moi j'aime bien tester avant par moi-même et après tu te dis: «Ah ouais, finalement c'est un boulot à temps plein, c'est un vrai métier, c'est des expertises que tu maîtrises pas». Donc oui, clairement, soit tu en as conscience au début et tu le fais, donc tu peux peut-être, éviter de perdre des mois parce que tu sous-traites, comme il faut, tu utilises les bons outils. Ou si parce que tu estimes que c'est pas compliqué. Moi, je me pensais au début que c'était pas compliqué et donc pour ça, je me dis: «Bon, on va le faire par moi» mais quand tu regardes les résultats, 10e, position, 10e page de Google, je dis: «Bon, c'est nul, quoi. Faut arrêter les dégâts». Parce qu'à ce rythme-là, en fait, à ce rythme-là, bah, il y a personne qui va venir te voir sur ton site, quoi et le référencement, enfin, en e-commerce, le référencement, c'est clé, quoi, pour réussir. Si tu as un mauvais référencement, bah, les gens, ils vont pas te découvrir, ils vont pas venir te voir, quoi. Donc c'est aussi une des clés et puis il y a de plus en plus de difficultés maintenant en référencement, gratuit, hein, parce que le référencement payant, il faut avoir du budget pour le faire. Mais quand tu as pas de budget, enfin, il faut travailler ce référencement, naturel, pour, espérer émerger, après il y a plein de thématiques où on n'est pas encore référencé, mais bon ça se travaille, tu vois, au fil de l'eau, quoi. Oui, puis c'est déjà mieux si vous êtes passé de la page 10 à la page 1, quand même, c'est qu'il y a eu Ah oui, non, il y a il eu y a eu un beau progrès, quoi. bah, après quand tu vois les résultats, immédiats, c'est super motivant. Tu vois, tu peux dire, «Bon OK, il y a eu, une merde hier, un truc qui a pas marché», mais à côté, tu as des trucs qui marchent aussi, qui marchent bien. Donc ça stimule, vachement en fait, même s'il y a des crises à gérer de temps en temps, mais à côté, tu vois que le truc il avance. Tant que ça avance, tant que la locomotive elle avance, bah, finalement tu restes dans le train, quoi. Effectivement. OK, trop bien. Bon, je pense qu'on a pas mal avancé. Est-ce qu'il y avait une dernière loose ou un dernier petit conseil plutôt à nous donner? Un truc à retenir absolument, genre, voilà, sur toute cette épopée entrepreneuriale, se lancer dans des domaines qui sont hyper saturés, voilà, peut-être, accepter de l'aide ou est-ce que tu as autre chose, voilà, que tu aimerais, partager à nos auditeurs, auditrices pour peut-être, bah, qu'ils gagnent du temps eux aussi? Je dirais qu'il faut en fait, si tu as pas l'âme de l'entrepreneur, ça sert à rien de te lancer parce que tu vas être tellement dégoûté que que tu vas tout arrêter du jour au lendemain. Il faut, je pense, avoir déjà cette âme. Je sais même pas si ça s'apprend. Tu vois, si tu peux suivre des formations entrepreneurs, après oui, tu peux en suivre, mais si tu pas câblé pour entreprendre ou tu vas vite vite, tout abandonner. Donc je pense qu'il faut déjà avoir je sais pas comment le traduire, mais Je c'est pas je une me permets formation juste théorique. de Ouais. te couper 2 secondes. C'est quoi pour toi, du coup, l'âme de l'entrepreneur ou peut-être les qualités principales à avoir? Parce que ça peut être interprété de diverses manières. Donc pour toi, vraiment, c'est quoi que tu mets comme mot derrière, l'âme de l'entrepreneur? Bah, je dirais, c'est accepter que ton truc, il va pas marcher du premier coup, que tu vas vraiment galérer, que ça va te prendre des mois pour, sortir quelque chose, que tu vas avoir des crises à gérer, que tu vas vouloir abandonner, mais si tu abandonnes dès le premier coup, bah, autant ne pas le faire de suite. Rester optimiste constamment, voir plus les opportunités que les risques quand tu veux lancer ton projet ou même, voilà, trouver des nouveaux partenaires ou voilà. Hem Ouais, donc tu vois, ça fait déjà pas mal et puis après, savoir aussi s'entourer d'experts. Bah, il faut accepter de se dire qu'on ne peut pas tout faire, même si au début, tu te dis: «Bah, OK, bah, c'est pas sorcier, quoi. On peut tout faire, quoi». Mais bon, au final, tu te fais vite déborder par le temps. Ça, j'ai aussi pas mal constaté des amis entrepreneurs qui veulent tout faire. On veut toujours tous tout faire au début, mais après tu es tellement pris par le temps qu'au final, tu fais les choses au moins bien. Tu découpes un peu les tâches que tu dois faire ou les différentes, choses que tu fais. Voilà, donc il faut accepter que après tu peux te former, tu vois? Moi, je me suis formé,
aussi sur le copywriting, sur le storytelling, sur, tout ce qui est biais cognitif et autres. Donc ça, voilà, donc tu peux te former aussi. Je pense qu'il faut aussi se former parce que tu aimes aussi, le faire. Tu vois, je me suis jamais formé sur le SEO parce que je sais que c'était casse-pied, c'était des chiffres dans tous les sens, on comprend rien à Google Analytics, enfin, c'est des trucs imbitables, quoi. Enfin, je savais que ça allait me prendre la tête, donc j'y suis même pas allé. Hem Et voilà, donc accepter, ce que tu as envie de le faire ce que tu as envie de faire, bah, tu essayes de le faire. Si tu arrives à le faire, tu continues. Si tu arrives à le faire bien, tu le continues. Si tu vois que c'est moyen, voilà, fais-toi aider, fais-toi accompagner, parce que tu arriveras jamais à faire mieux que même en te formant, parce que même, même en te formant, après, c'est du temps supplémentaire que tu vas devoir, passer sur ce sujet-là. Donc voilà, donc faut accepter aussi de déléguer et trouver des personnes de confiance, dans l'équipe. Donc ça, c'est le truc clé. Si tu montes une boîte tout seul, OK, mais à un moment donné, tu pourras plus être tout seul, parce qu'il va y avoir plein d'activités connexes qui vont être enfin, tu vas avoir une surcharge de travail, considérable. Après, il faut gérer les appels clients, il faut gérer la com, il faut gérer les relations presse. Enfin, il y a tout un tas de métiers, en fait, que tu dois gérer à droite à gauche et plus ça va, après, tu peux t'entourer progressivement. Il faut trouver les bonnes personnes. C'est pas évident, au début, surtout l'équipe de tech. Alors quand tu développes un projet dans la tech, bah, la première chose à faire, c'est trouve-toi des associés. Déjà, il faut les connaître ou pas. Si tu les connais pas, c'est plus compliqué. Moi, c'est des gens que je connaissais depuis, très, très longtemps et ça, c'est ultra difficile et ça fait partie, je pense, d'une des réussites du projet d'avoir les bonnes personnes qui t'entourent, sur des expertises différentes, hein, que celles que tu peux avoir toi, quoi. Ça fait beaucoup de choses, hein. Désolé, hein. Ah bah, au moins comme C ça, c'est clair. Enfin bon, voilà, on a tout ce qu'il c'est faut, hein. Après prenez ce qui c'est un peu casser ton modèle, «Entreprends, c'est facile». Non, il faut savoir que derrière la boutique, il y a ça tourne pas tout seul, quoi. de toute façon, si on a fait le podcast de la loose, c'est clairement parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, quoi, hein, donc Ouais, ouais, non, mais je me doute, mais faut ouais, il y a des fausses croyances qui disent, «Viens entreprendre, tu suis ma formation et c'est facile», mais après ça dépend ce que tu fais comme business, mais hem, souvent c'est pas trop la réalité, quoi. non, 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 bah, de ce qu'on entend à chaque fois qu'on voilà, qu'on a des interviewés, enfin pas des interviewés, mais des entrepreneurs, voilà, qui viennent nous parler, bah, c'est toujours la même chose, en fait. On part, la fleur au fusil, genre tout va bien se passer, c'est merveilleux, liberté, ça y est, je vais Et faire ce puis que je veux. personne ne nous a dit, mot pour mot: «Entreprendre, c'est facile». Non, jamais. Ouais, Bizarrement, bah, c'est ça déchante vite, hein. C'est oui, tous les autres mots que tu veux, mais c'est pas facile en tout cas. non, mais je pense aussi, bah, vous allez avoir plus de recul que moi parce que vous devez, hem, interviewer plus d'entrepreneurs, mais en tout cas, moi, sur ceux que je connais, j'en connais pas mal qui ont tout arrêté ou qui ont dû arrêter, qui ont fait Mmh. banqueroute, qui ont pas eu la bonne stratégie en amont, et donc voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'échecs, en fait, hein. Oui. Moi, je sais plus, j'avais entendu, je sais pas si c'est un podcast ou enfin, j'ai entendu quelque part cette phrase qui disait que, la réussite de l'entrepreneur, c'est une pause entre 2 galères. Ça veut tout dire. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que c'est Ah, ça entre fait les galères que rêver, tu hein. apprécies. C'est entre les galères que tu apprécies l'entrepreneuriat. C'est Non, mais ça. Tu as un petit moment de répit, mais ce moment de répit Profite dure parce que jamais. Parce que voilà. c'est clair. Bah, voilà, non, mais oui, c'est la vie d'entrepreneur, et peut-être encore plus dur en B2C qu'en B2B. Parce qu'en Oui, B2C, c'est compliqué d'aller chercher des clients. de Tu vois, les clients, il faut les convaincre, chercher un par un. mmh. En B2B, bon, si tu mets tous tes efforts sur un gros client, tu peux être, mais bon, la contrepartie, c'est que si tu perds ton seul client B2B, c'est ton truc, il est risqué. mort, quoi, du jour au lendemain. Mmh. Mais bon, ouais, le B2C, je trouve, c'est très compliqué pour aller chercher les clients, parce que le marché il est saturé, parce que le temps d'écoute, des messages, il est ultra, ultra réduit, et c'est ça, je pense, ça doit être le gros challenge, derrière de se dire, «Où est-ce que je vais chercher mes clients? Comment je les fais venir? Comment je les fidélise?» Bon, on n'est pas en train de parler de fidélisation, mais déjà comment je peux les acquérir? Donc ça, c'est assez, challengeant. Moi j'adore et on m'avait dit que c'était dur le B2C, mais oui, je confirme, c'est dur. Faut mettre toute son énergie pour, convaincre les gens et comme on parlait tout à l'heure de confiance, là aussi faut y aller, quoi. Enfin après ça dépend les Ouais, sujets, mais mmh, toujours pareil, mais comme tu dis, avant on mettait une pub et c'est bon, c'était,
c'est parti, tout le monde achète. Maintenant, les gens sont quand même un peu plus méfiants, donc c'est pareil, il faut Oui et puis ils sont moins fidèles aussi, tu le vois, c'est ça. le système des cartes de fidélité, machin et tout. À l'époque, tu avais ton enseigne pardon, chez qui t'achetais tout le temps tes produits, machin, tout ça et tout. Aujourd'hui, tu as 40 000 cartes de fidélité, parce que du coup, tu vas à droite, à gauche et tout. Donc il y a ça, il y Mmh. a, le pouvoir d'achat qui, qui influence Mmh. fortement du coup, bah, le porte-monnaie des particuliers. Donc forcément, bah, il faut renouveler ton flux beaucoup plus régulièrement, alors que sur de la cible, B2B, tu as plus de financement, tu as des reins plus solides. Comme Mmh. tu disais, tu chopes un ou 2, 3 gros contrat et ça te fait, 80 de ton chiffre d'affaires avec, entre guillemets, «le minimum d'effort». C'est Mmh. après il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. C'est vrai que le particulier, c'est quand même, Particulier. C'est particulier. Porte bien son nom. c'est ouais et puis après tu as aussi ton modèle économique aussi qui va jouer beaucoup. Nous on a pas de la chance, mais on a un modèle économique qui est en récurrent. C'est des abonnements. Tu vois, c'est des abonnements mensuels qu'on facture. Donc finalement, c'est mieux pour pérenniser un business d'avoir un modèle économique récurrent que de vendre un produit one shot. Parce qu'une fois que tu as vendu ton truc, bah, le client il s'en va et tu le revois plus. Sauf si tu as autre chose à lui vendre derrière. Donc ça aussi, le modèle économique joue vachement aussi dans la pérennité du business, et dans ta capacité à aller chercher des clients. Parce que nous, les clients qu'on a récupérés il y a 2 ans, ils sont toujours ici. Quand tu vends, ouais, une paire de chaussettes, tu vois, tu vas mettre peut-être autant d'efforts pour aller chercher ton client, mais il va dépenser sa pour acheter la paire de chaussettes et tu le revois plus jamais, quoi. Effectivement. Bon, c'est voilà, donc ça, c'est des choses aussi, quand tu veux te lancer, enfin, il faut vachement penser modèle économique pour pérenniser essayer de pérenniser, comme tu peux ton business et te dire, bon, que tu as des revenus récurrents tous les mois qui tombent, parce que tu as un modèle économique qui est comme ça, quoi. Heu, donc c'est à prendre en compte au début aussi dans les risques, et puis dans la perspective de dire: «Bah, tiens, je vais pouvoir, sous-traiter, telle ou telle chose à des experts». Les experts, tu les payes tous les mois, quoi. Tu vois? Donc il faut dégager de la trésor aussi pour les payer tous les mois, quoi. Sur la base d'un prévisionnel que tu fais parce que tu as déjà des clients en place, quoi. Eh ben, c'est bien, c'est des beaux messages d'espoir. Je pense qu'on a fait un beau portrait de l'entrepreneuriat. Bah, il faut rester motivé, Ah hein. oui, faut Oui, mais sinon au c'est moins on une Ça se passe est chouette bien, hein, sinon. aventure, c'est c'est ça. super, c'est Mais c'est vraiment top, génial, on on va s'éclate. continuer. Lâchez rien. Ils vont tous se barrer. Non, non, mais Tout le monde va c'est bien. arrêter. Non, mais en vrai, c'est ce qu'on vise aussi à travers le podcast, c'est de montrer que, bah, oui, ça peut être les montagnes russes, que c'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien nous le faire croire, que, des fois, c'est vraiment la merde, qu'il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, bah, si on en a la possibilité, le plus tôt possible pour éviter justement de galérer financièrement. Bah, Lise, tu disais ça tout à l'heure que, bah, ah merde, j'ai plus de thunes, mais maintenant j'ai compris qu'il fallait investir, c'est dommage. Donc c'est bon, oui, c'est pas le là, on pourra pas dire qu'on vend l'entrepreneuriat, Ah, je t'ai pas doré, vendu du rêve, magnifique, là. voilà, là, on vend Non pas du rêve, hein. mais quelque part tu Mais Mais on tu parle vrai. Oui et puis je pense que ce genre de discours, ça rassure, tu vois? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont lancées récemment et cetera, qui sont dans cette situation de remise en question, de se dire: «Beh, putain, c'est mmh, long, je comprends pas, ça marche pas, ça prend du temps, plus que ce que j'avais prévu» et cetera et du coup, bah, peut-être le fait d'écouter ce genre de témoignages, ça va rassurer la personne et ça va peut-être lui donner quelques clés pour, gagner un peu de temps, pour mettre en place les bonnes actions dès le départ, comme tu disais, Clem et quand bien même, oui, le message principal, c'est que, bah, pour entreprendre, il faut avoir, les épaules solides, et que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Je pense que l'un dans l'autre, ça fera du bien quand même à des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, donc bon, bah, écoute, j'espère que ça, heu, ça va pas, ça va remotiver effectivement, comme tu disais, des gens qui sont un peu dans la loose. C'est un passage obligé, mais voilà, après moi je suis toujours là, donc tu vois, ça continue, l'aventure est continue. On est en croissance tout le temps, donc voilà, c'est cool. Donc il y a pas que la loose, là, c'est aussi cool, tu vois, quand ça se passe bien. Malgré tout, c'est Malgré cool. tout, c'est quand même cool, quoi. oui. Voilà. Bah, sinon on serait plus là, quoi. C'est ça. Bon, on va s'arrêter sur ces beaux mots là parce qu'on est reparti sur de positif, donc restons sur le Ouais. positif. Merci beaucoup, d'être venu, parler de ton expérience, de tes galères aussi, de tes doutes, ça fait du bien quand même, malgré tout et heu merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à vous de m'avoir invité, au plaisir.
Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?